Bonjour à tous. Nous allons commencer sans plus tarder cette session sur les inégalités professionnelles par une première présentation de Benjamin Pipeau de l'INSEE qui va nous discuter différentes méthodes pour mesurer les écarts de salaire entre femmes et hommes en tenant compte d'effets de sélection. Merci Émilie. Bonjour à toutes et tous et merci d'être présentes et présents pour cette première session. Je vais donc vous présenter les premiers résultats d'une étude sur l'influence des effets de sélection sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Donc, quelques mots d'introduction pour vous parler un peu du contexte dans lequel j'étudie ce sujet. L'INSEE publie chaque année un INSEE Focus sur les écarts salariaux entre femmes et hommes salariés du secteur privé, où 3 écarts sont présentés. Les écarts en termes de revenus salarial, qui est la somme des salaires nets perçus au cours d'une année, des salaires nets en équivalent temps plein, ainsi que de salaires nets en équivalent temps plein à emploi comparable. C'est cette comparaison à emploi comparable qui m'a mené à me poser la question des effets de sélection sur les différents écarts mesurés, et je me concentre dans cet article sur les écarts en termes de revenus salarial. Donc, comme je l'ai dit, c'est un travail préliminaire, donc je suis preneur des retours que ma présentation pourrait susciter. J'ai travaillé sur données françaises, celles du panel tout salarié ainsi que celles de l'échantillon démographique permanent entre 1988 pour inclure les salariés du public et 2022 sur les salariés de 25 à 55 ans. Les techniques mobilisées sont celles présentes dans l'article de Blo et co-auteurs, ainsi que celles présentes dans le Decomposition Methods in Economics de Nicole Fortin et co-auteurs, qu'on peut également retrouver en français dans le document de travail de Béatrice Bouchenik, Élise Coudin et Sophie Maillard, qui avait été présenté au JMS en 2018. Donc, quelques mots sur ce qu'il faut retenir en termes de résultats. Premièrement, les séries des écarts de revenus salarial corrigés de la sélection présentent des dynamiques variées selon les hypothèses faites et les méthodes mobilisées pour la plus grande partie de la période étudiée. Deuxièmement, dans tous les cas, le constat de forte baisse des écarts de revenus salarial moyens entre femmes et hommes sur la période 88-2022 n'est pas remis en cause par la correction de la sélection dans l'emploi salarié. Donc, le problème de la sélection en emploi, ce n'est pas un problème nouvellement identifié en économie, et c'est un problème qui est déjà présent dans les articles d'Ekman dans les années 70 par exemple. Donc, ce qu'on désigne par ce biais de sélection, c'est le fait que la population salariée est une sélection non aléatoire de la population générale. Le fait d'avoir un emploi salarié traduit d'une part qu'on va avoir un emploi salarié, d'autre part qu'un employeur nous a sélectionné à un salaire donné. Ekman parle de offered wage, salaire offert, pour désigner le salaire proposé à une personne sur le marché du travail. Et donc on peut observer ce salaire uniquement lorsque les personnes sont salariées. Or, le statut de salarié et ce salaire ne sont pas indépendants a priori. En conséquence, la moyenne empirique des salaires observés n'est pas un estimateur sans biais du salaire offert moyen. Pourquoi est-ce que ça importe dans le cas des études des écarts entre les femmes et les hommes sur le marché du travail? C'est parce que si on se base sur un indicateur, si on base un indicateur sur un écart observé, cet indicateur va être sensible au changement de composition dans la population salariée. Donc là, je vais reprendre 2 exemples qui sont dans l'article de Blo et co-auteurs. Donc, par exemple, si suite à une crise économique, il y a beaucoup d'emplois ouvriers qui sont détruits, ces emplois ils sont majoritairement masculins et à un salaire moyen assez faible. Donc mécaniquement, le salaire moyen mesuré des hommes va augmenter et donc les écarts mesurés entre femmes et hommes vont augmenter. Inversement, si en quelques années, beaucoup de femmes très diplômées arrivent sur le marché du travail, le salaire moyen des femmes va augmenter, les écarts entre femmes et hommes vont baisser. On voit donc que le passage de cette notion de salaire offert défini pour toute la population au salaire observé uniquement sur les salariés fait que l'interprétation des évolutions peut être un peu compliquée. Donc là, je vais passer très vite sur les notations parce que c'est pas passionnant. Mais donc, je note juste W, le salaire offert, et E, l'indicatrice qui vaut 1 si une personne est salariée, et F, la densité des salaires offerts. Mais le détail n'est pas très important. Ce qu'il faut retenir, c'est que assez logiquement, ce biais de sélection, il va dépendre de la distribution des salaires offerts pour les personnes qui ne sont pas salariées, c'est-à-dire celles pour lesquelles E égale 0. Donc, dès lors, il peut y avoir plusieurs manières de corriger ce biais. On peut travailler sur une sous-population où le salaire offert et le fait d'être salarié sont indépendants. Ce sont les méthodes de type identification à l'infini, par exemple, mais qui posent des problèmes de validité externe. On peut également trouver un moyen d'estimer une distribution contrefactuelle des salaires offerts pour les personnes qui ne sont pas salariées à un moment donné. Et enfin, dans le cas spécifique des écarts de salaire entre femmes et hommes, on peut corriger directement l'écart entre la sélection chez les femmes et la sélection chez les hommes. Donc là, je sors du cadre très général du biais de sélection pour présenter les méthodes que j'ai mises en œuvre pour l'estimer et le corriger. Donc, dans leur article publié en 2024 dans Labor Economics, Blo et co-auteurs proposent d'étudier la sélection en mobilisant des données de panel, celles du Panel Study of Income Dynamics. Ils définissent différents échantillons qui représentent différents niveaux de sélection dans l'emploi salarié. Donc, il y a un premier échantillon qui est constitué des salariés à temps plein plus de la moitié de l'année pour l'année N. Donc, il est censé être constitué de salariés plutôt homogènes dans leur attachement au marché du travail.
L'échantillon 2, c'est simplement l'échantillon des salariés d'une année, de l'année N. L'échantillon 3 ajoute les personnes qui sont présentes l'année N, mais qui ne sont pas salariées l'année N, alors qu'elles le sont en N-1 ou N+1, voire N-2, N+2. Donc dans ce cas, un salaire pour l'année N est imputé à ces personnes et il prend la valeur qui a été observée avant ou après l'année N. Enfin, un échantillon 4 est défini qui regroupe toutes les personnes qui sont observées l'année N, mais si elles ne sont pas dans l'échantillon 3, leur salaire est imputé à l'aide d'équations de salaire estimées sur l'échantillon 3. Donc, la méthode de Bloch et co-auteurs, en fait, elle revient à estimer plusieurs versions de la distribution contrefactuelle à l'aide des échantillons 3 et 4 notamment. La méthode, en effet, impute des salaires offerts aux personnes qui ne sont pas salariées une année donnée, ce qui permet d'augmenter la couverture manquante sur la population pour laquelle E est égal à 0, qui est dû au fait qu'on observe les salaires offerts, évidemment, que pour les personnes qui sont salariées. Cette méthode a aussi des limites, donc notamment le salaire observé une année avant ou une année après, n'est pas forcément un bon indicateur du salaire offert à une personne une année donnée. En effet, une personne peut par exemple perdre en capital humain après avoir perdu ou quitté son emploi, ou au contraire suivre une formation et en gagner. Le contexte économique peut également avoir changé, et ce sont des raisons qui font que peut-être que ces approximations sont un peu, peuvent être discutées en tout cas, et elles le sont dans l'article. Par ailleurs, je pense que l'interprétation d'une imputation sur l'ensemble de la population, comme c'est fait dans leur définition d'échantillon 4, peut être un peu critiquée, ou du moins doit être interprétée avec prudence. Donc, si cette approche a le mérite d'inclure les personnes les plus éloignées de l'emploi, donc par exemple les personnes en chômage longue durée qui ne seraient pas récupérées dans l'échantillon 3, pour lequel on prend les personnes présentes les années adjacentes à une année donnée, on ne sait pas dans quelle mesure cette population comporte des personnes en capacité ou non de travailler, qui veulent ou non travailler, ni plus généralement dans quelle mesure leurs caractéristiques non observées diffèrent de celles de l'échantillon 3. Donc j'ai pour le moment pas implémenté cette méthode, ce qui limite en partie la couverture que j'obtiens, car je me limite à l'échantillon 3. Je me suis également limité dans un premier temps aux personnes présentes en N-1 et N+1 seulement pour l'échantillon 3, et j'ai par la suite vérifié qu'étendre aux années N-2 et N+2 ne modifie pas l'écart de revenu salarial moyen mesuré pour l'échantillon 3. Enfin, je n'ai pas le temps de les présenter ici, mais il y a dans l'article écrit des statistiques descriptives sur les périodes d'absence de l'emploi salarié selon le genre, leur durée, ainsi que les statistiques sur les personnes appartenant aux différents échantillons. Donc, premièrement, une petite précaution, le champ n'est pas le même que celui de l'INSEE Focus, car ici on a les salariés du public, donc on ne peut pas forcément comparer les chiffres directement. Mais donc, comme vous le voyez, l'écart de revenu salarial entre femmes et hommes diminue nettement entre 1988 et 2022, avec deux principales périodes de baisse, une au début des années 90, puis surtout dans les années 2010. Donc, les trois échantillons montrent presque tout le temps la même tendance, avec des niveaux différents. L'écart est toujours plus faible dans l'échantillon 1 et plus élevé dans l'échantillon 3. Il y a une exception en termes de tendance à la fin des années 90, où l'écart augmente dans l'échantillon 3, mais reste stable dans les autres, plutôt. Donc, ces différences s'expliquent en partie par de la sélection. Donc, par rapport à l'échantillon 2, il existe une sélection positive dans l'échantillon 1 pour les femmes et pour les hommes, mais elle est plus forte pour les femmes sur toute la période. L'échantillon 3 est celui où l'effet du biais de sélection dans l'emploi salarié est censé être le moins fort, car c'est celui pour lequel on augmente la couverture en ajoutant des observations. L'écart de revenu salarial moyen est globalement plus élevé que l'écart observé, celui de l'échantillon 2, de quelques points de pourcentage, bien que cet écart se réduise fortement dans les années 2010, puis après 2019. Donc, en étudiant la sélection avec l'échantillon 3, ce qu'on conclut premièrement avec cette méthode, c'est que l'écart observé est en fait inférieur de quelques points de pourcentage aux écarts en termes de salaire offert, mais que globalement les tendances sont assez proches. La correction de l'échantillon 3 que je présente ici est cependant potentiellement sous-estimée. En effet, la proportion de salariés récupérés en utilisant les observations des années adjacentes, c'est une minoration de la proportion de personnes pour lesquelles on voudrait vraiment estimer cette distribution contrefactuelle, et c'est donc une correction partielle. Il est aussi possible de corriger directement la différence entre la sélection entre femmes et hommes en utilisant la méthode de repondération de Dinardo, Fortin et Lemieux, que j'appellerai DFL par la suite. Donc, il propose en effet une définition de densité contrefactuelle des salaires d'un groupe qui revient à en fait repondérer pour tenir compte de la distribution des observables dans un autre groupe. Donc, les détails sont dans l'article version écrite ou dans l'article originel. Donc, Chicard et Henson en fait proposent dans leur article eux-mêmes une décomposition de ce poids DFL psi x que vous avez à l'écran, dans une décomposition dans laquelle on peut isoler un poids psi x' qui rend compte des différences de caractéristiques entre femmes et hommes au sein de la population totale et pas seulement chez les salariés. On peut donc repondérer une distribution avec le poids psi x'
et avec le poids DFL originel ψx, et par différence, décomposer un écart observé en 3 composantes, un écart dû à la sélection, un écart dû aux différences observables et un écart inexpliqué. Encore une fois, les détails sont dans l'article écrit ou également présentés plus généralement dans le DT présenté au JMS dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Donc, j'ai estimé ces poids ψx et ψx' à l'aide de l'échantillon démographique permanent. Donc, dans cette base, on peut en effet observer les personnes, qu'elles soient salariées ou non, à la différence du panel tout salarié. Et j'ai donc estimé la probabilité d'être une femme selon des caractéristiques observables avec 4 spécifications. Donc, ma spécification de base inclut l'âge, son carré et des indicatrices pour les diplômes en 5 modalités. Une deuxième spécification utilise l'expérience à la place de l'âge. Et enfin, les spécifications 3 et 4 ajoutent les années travaillées à temps complet et les années travaillées en Île-de-France. Et dans la quatrième, une indicatrice du statut de parent. Donc, pour les spécifications 1 et 2, les écarts corrigés de la sélection sont supérieurs aux écarts observés sur les 20 premières années dans le cas de la spécification 2 et sur toute la période pour la spécification 1. Les tendances suivent cependant celles de l'écart observé, la seule exception étant à la fin de la période après 2019. Dans le cas des spécifications 3 et 4, les évolutions comme les niveaux des écarts de revenus salarial moyens corrigés de la sélection sont différents de ceux de l'écart observé. En effet, vous pouvez constater que l'écart de revenus salarial après correction de la sélection est en baisse sur toute la période pour les 2 spécifications 3 et 4 et que cet écart est inférieur à l'écart observé à partir de la fin des années 90. Donc, si on résume un peu, pour toutes les spécifications, l'écart dû à la sélection est premièrement en valeur absolue moindre que celui dû aux observables, même si je ne le vous montre pas à l'écran. Et deuxièmement, la sélection dans l'emploi salarié agit à la baisse sur l'écart de revenu salarial mesuré pour la première partie de la période, donc on va dire jusqu'à la moitié des années 90 pour toutes les spécifications. Donc ça, c'est en accord avec les résultats de la méthode de Blow et co-auteurs, mais les résultats diffèrent par la suite. Les différences entre les décompositions illustrent le lien entre les différentes variables utilisées dans les spécifications et la sélection dans l'emploi salarié. Il faut cependant regarder ces résultats avec un peu de prudence, en ce que l'interprétation de toutes ces décompositions repose sur l'hypothèse qu'on n'attribue pas à tort des effets aux variables qui sont en réalité dus aux facteurs inobservés. Donc, pour aller un peu plus loin, j'estime des régressions des quantiles non conditionnels, aussi appelées Reef Regressions pour Recentered Influence Function, dont le principe est de remplacer un quantile par sa fonction d'influence recentrée dans l'estimation d'une régression par moindre carré ordinaire. Donc, les détails sont dans l'article et les détails mathématiques ne sont pas forcément importants. Ce qui est à retenir, c'est que contrairement aux régressions quantiles ordinaires, ces types de régressions permettent d'obtenir des décompositions à la Oracle-Blinder pour les quantiles ou pour d'autres statistiques par ailleurs. Donc, cette régression est pondérée par les poids ψx' pour prendre compte de la sélection différenciée dans l'emploi entre femmes et hommes. Donc, une première présentation de ces résultats pour le D1, la médiane et le D9 du revenu salarial présentés en points de log donc, montre que les écarts inexpliqués sont plus forts dans le haut de la distribution qu'à la médiane et sont en baisse sur toute la période. La part expliquée influence en comparaison assez peu l'écart total pour chaque décile et les écarts sont en fait inexpliqués sont bien plus élevés en bas de la distribution dans le D1 et en forte baisse sur la période considérée, surtout à partir de 2010. Le premier décile du revenu salarial, il faut savoir qu'il se situe bien en dessous du SMIC annuel. Donc ça regroupe en fait des populations qui sont a priori assez hétérogènes. Donc on a soit des personnes qui occupent une situation très précaire sur le marché de l'emploi salarié, soit également des personnes multi-actives ou en tout cas dont l'ensemble du revenu n'est pas capté par le panel tout salarié. Donc, je n'ai pas le temps de vous présenter les résultats des décompositions Oracle Blinder sur les 3 échantillons présentés auparavant, mais c'est dans l'article écrit, ni d'autres régressions RIF, mais donc je vais conclure sur ce que j'ai pu vous présenter jusqu'ici. Donc, ce qu'il faut retenir avant tout, c'est que toutes les méthodes montrent l'existence du biais de sélection dans l'emploi salarié entre 1988 et 2022. Ce biais atténue l'écart mesuré selon toutes les techniques pour toutes les méthodes employées pour la première partie de la période de quelques points de pourcentage et les constats divergent par la suite à partir des années 2000 et 2010 surtout. Dans tous les cas, l'écart de revenu salarial moyen entre femmes et hommes corrigé de la sélection baisse fortement entre 1988 et 2022, comme c'est le cas de l'écart de revenu salarial moyen observé. Donc sur longue période, on n'a pas de changement de conclusion. En revanche, sur des périodes plus courtes, comme c'est le cas dans les années 90, il peut y en avoir, donc notamment dans la méthode de Blow, on voyait une hausse dans l'échantillon 3 et pas dans l'échantillon 2. Donc il faut interpréter avec prudence les évolutions des écarts d'une année sur l'autre du fait de ce biais de sélection. Une baisse mesurée de quelques centièmes n'est pas forcément indicative de plus d'inégalités.
Comme je l'ai dit, en fait, enfin, cette présentation ne contient pas tout l'article écrit. Donc, dans tous les cas, il me reste à mieux exploiter les résultats sur des statistiques autres que la moyenne pour mieux comprendre comment la sélection dans l'emploi salarié influence la distribution entière des revenus salariaux. Et enfin, donc, pour un peu poursuivre ce travail, je prévois également d'inclure les indépendants dans mon étude pour étudier les transitions entre salariat et indépendance qui peuvent être différentes selon le genre et influencer à la fois les distributions observées de revenus salariales et d'activité. Enfin, je compte également mobiliser d'autres techniques économétriques pour corriger la sélection sur caractéristiques non observables à l'aide des panels que j'ai mentionnés, donc le panel tout salarié et l'échantillon démographique permanent. Et je vous remercie toutes et tous pour votre écoute. Merci Benjamin. Nous allons maintenant passer à une présentation de Claire Allais et Mathieu. Si tout va bien. On va faire une analyse des évolutions des salariés au sein d'une même entreprise, leur permettant d'identifier des promotions dans ces environnements spécifiques à chaque entreprise pour déterminer les inégalités femmes-hommes en la matière. Et donc, bonjour, nous sommes Mathieu Chabot et Claire Allais du département des études économiques de l'INSEE et nous allons vous parler d'écart de genre dans le pouvoir de décision. Donc ici, dans des décisions économiques, productives, dans le milieu professionnel des entreprises privées. Donc, avoir du pouvoir de décision dans une entreprise, ça va être peut-être encadrer des gens, donner des conseils à des gens qui encadrent des gens ou des gens qui eux-mêmes encadrent d'autres gens. Et donc, ça va être lié à où est-ce qu'on est placé dans la hiérarchie de l'entreprise. Si on veut étudier ça, le grand enjeu, c'est, si on veut étudier ça sur de nombreuses entreprises, il faut réussir à deviner quelle est cette hiérarchie. Et donc, c'est l'objet de la contribution que nous allons vous présenter. Donc d'abord, on va vous présenter un peu le cadre de littérature qui va nous orienter sur comment est-ce qu'on décrit les écarts de genre une fois qu'on sait identifier des postes à responsabilité, des promotions, comment on construit les chaînes hiérarchiques, comment on les décrit, et ensuite les résultats sur les inégalités femmes-hommes. Donc pour aller rapidement sur la littérature, d'abord on va beaucoup s'inspirer de la littérature qui existe déjà sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. Donc on sait par exemple qu'il y a beaucoup d'effets de sélection. Donc pour les promotions, ça va vouloir dire que peut-être qu'une des deux populations ira dans des métiers et des entreprises où les opportunités de promotion sont plus faibles qu'ailleurs. On sait aussi qu'il y a beaucoup d'effets de l'âge, notamment autour des âges de fertilité qui vont être plus défavorables aux femmes. Ensuite, pour les promotions, ça ne dépend pas que de l'individu propre, mais aussi du reste de son entreprise et notamment du rôle de manager. Donc pour nous, ça veut dire qu'on va chercher à savoir quelle est l'influence d'être dans une entreprise plus féminisée, par exemple, au moins dans les échelons supérieurs. On va pouvoir aussi se poser la question des aménités non salariales dans des résultats issus d'études de cas sur des entreprises, des grandes entreprises. On voit que souvent des écarts d'accès aux promotions apparaissent au moment où ça correspond à acquérir une charge managériale pour lesquelles les femmes auraient moins d'appétence pour des raisons de préférence individuelle ou parce que l'expérience d'avoir des charges d'encadrement est un peu différente pour les femmes et pour les hommes. Enfin, puisqu'on parle de la France, on a quand même un petit peu de preuves sur est-ce qu'on peut agir sur ces inégalités. Donc il y avait déjà une loi sur des quotas dans les instances dirigeantes qui montre qu'on peut avoir des effets positifs par les politiques publiques. Donc ça vaut le coup de documenter ces écarts pour ensuite mieux agir. Les données que nous utilisons, la base tout salarié post, mais chaînée pour avoir un pseudo-panel pour pouvoir reconstruire des pseudo-carrières du coup sur la 11 ans. On utilise principalement les variables d'identifiant employeur, le CIRAN, donc pour l'unité légale, et la PCS au niveau 4 pour avoir ce qui pour nous sera le meilleur proxy du métier, donc pour savoir le métier que les gens occupent dans l'entreprise. À ça, on ajoute des variables de taille, de secteur d'activité pour l'entreprise et pour l'individu, de genre bien sûr, d'âge, et aussi pour le salaire, le nombre d'heures travaillées, le type de contrat. Ensuite, comme on va vouloir identifier des chaînes hiérarchiques dans les entreprises, on ne va pas pouvoir le faire dans toutes les entreprises. D'abord, on va le faire seulement dans les entreprises suffisamment grandes, donc on va en perdre un certain nombre.
On aura aussi besoin, puisqu'on veut identifier des promotions, d'entreprises où il y a suffisamment de mouvements internes au sein des entreprises, où les travailleurs changent de métier sans changer d'employeur. Donc on perd encore un peu d'échantillons. Et ensuite, on a besoin que ces chaînes, telles qu'on va les identifier, soient suffisamment stables sur l'ensemble de la période pour que ça ait un sens de les étudier. D'autant plus que la qualité de la variable PCS4, qui a peu d'influence sur le niveau d'impôt à payer à la fin, à la fois côté employeur et côté salarié, peut parfois, elle a changé de qualité au cours de la période, et donc sur certaines entreprises, notamment celles comme SNCF, La Poste, Orange, qui comptent des fonctionnaires parmi leur masse salariale, ont été retirées. Et enfin, quand on regarde tous les mouvements de métier à métier au sein d'une entreprise, certains métiers sont faits complètement isolés. Personne n'y arrive en venant d'un autre métier, personne n'en part pour en exercer un autre au sein du même employeur. Ceux-là, on ne pourra pas les situer dans une chaîne hiérarchique, donc on les écarte. Donc à la fin, on décrit 44% des salariés des entreprises privées, et plutôt donc dans les grandes entreprises. Donc la méthode. C'est une méthode qu'on emprunte à un article de Ingrid Wiefeld et co-auteurs qui ont utilisé ça sur données norvégiennes. Donc la première étape, c'est de regarder tous les réseaux de transition de métier à métier au sein de chaque entreprise. On a donc ce réseau. On peut isoler entre les composants faiblement connectés. Donc c'est ce que je vous disais, certains métiers sont isolés du reste de l'entreprise. Il n'y a pas de flux entrant ni sortant vers ces métiers, donc on les écarte. Et pour des questions de qualité, on a aussi une étape d'élagage où s'il y a une transition de métier à métier qui est réalisée par une seule personne et qui aurait une influence trop forte sur les résultats finaux, en fait, on la coupe pour être sûr de ne pas être perturbé. Donc, on identifie des marchés internes du travail dans l'entreprise, donc de transition de métier à métier, et on ne garde que ces salariés-là pour ensuite classifier ces métiers. Donc si on a ce réseau donc de transition de métier à métier, ce qu'on va vouloir faire, c'est minimiser. Donc l'hypothèse derrière, c'est qu'on monte dans la hiérarchie plus souvent qu'on en descend. Et donc un classement qui va correctement décrire une chaîne hiérarchique va minimiser le nombre de démotions, donc l'inverse d'une promotion, une fois qu'on fait le total. Donc par exemple, dans cet exemple de petite entreprise fictive à 4 métiers, on va commencer par prendre un classement au hasard, puis échanger 2 métiers, voir si ça baisse le nombre de démotions calculées. Si oui, on garde, on en échange encore 2, puis encore 2, puis encore 2, jusqu'à avoir quelque chose qui converge vers un classement qui minimise le nombre de démotions. Ce classement n'a aucune raison d'être unique, donc on fait ça plein de fois. Et à la fin, on a une collection de classements qui minimisent le nombre de démotions. Et donc, pour chaque métier, on peut avoir un rang moyen et un écart type sur leur rang. Cet écart type va pouvoir nous renseigner sur le fait que est-ce qu'un métier est vraiment au-dessus d'un autre en termes de chaîne hiérarchique, ou est-ce qu'au fond, il ne serait pas plutôt au même niveau hiérarchique. Donc, une fois qu'on a toutes ces collections de rangs, on va les segmenter en faisant des clusters de telle façon qu'ils ne soient pas plus fins que l'incertitude qu'on a sur chaque rang, sur chaque métier individuellement. Donc, on est passé d'un graphe avec plein de transitions de métier à métier à une chaîne ordonnée avec un certain nombre discret de niveaux hiérarchiques pour chaque entreprise. Donc maintenant, vous voulez voir à quoi ça ressemble, et c'est Mathieu qui va s'en occuper. Merci. Donc maintenant, on peut regarder un exemple d'une firme. Voilà, on prend un exemple de firme, une firme que vous connaissez tous dans la grande distribution, très grande, la firme. Et du coup, là, on a en abscisse le rang pour chacun des points qui est donc une PCS. Okay, et du coup, on a aussi un segment qui correspond à, comme Claire l'a dit, plus ou moins un écart type dans l'estimation de ce rang. Donc, on peut faire 2 remarques à partir de cet exemple. La première, c'est que on a en gros une bonne correspondance entre les rangs qu'on estime avec notre méthode, uniquement basés donc, sur des flux de mobilité, et les différentes classes d'emploi qui sont identifiées dans la littérature pour hiérarchiser les différentes PCS. Donc, on a 4 classes d'emploi qui s'appliquent à l'ensemble des PCS. Et on voit donc que les PCS qu'on classe en bas de la hiérarchie, par exemple, caissier, ça correspond bien à une classe d'emploi plutôt peu qualifiée. Tandis qu'à l'inverse, tout en haut de notre hiérarchie, nous, on classe adjoint au chef ou chef d'entreprise, qui correspondent bien du coup à une classe d'emploi supérieure.
Et j'ai oublié de dire aussi, oui, voilà, que les pointillés donc segmentent en 7 niveaux hiérarchiques l'ensemble des PCS de cette entreprise. Et la deuxième remarque qu'on peut faire, c'est que on a aussi certaines spécificités à l'entreprise. Par exemple, employé de cafétéria est plutôt classé dans le milieu de la hiérarchie avec notre méthode. Ce qu'on peut interpréter comme voilà, ça peut refléter une position plus favorable par rapport à des professions comme caissier ou manutentionnaire. Et à l'inverse, dans ce cas précis, ingénieur BTP, on le classe plutôt moins bien que ce qu'on pourrait attendre de sa classe d'emploi, ce qui peut refléter moins d'opportunités de carrière dans le secteur de la grande distribution. Donc maintenant, ça c'était un exemple en particulier. On peut se dire, qu'est-ce que ça donne sur l'ensemble des entreprises? Donc là, chaque point correspond encore à une PCS et on regarde le rang moyen dans la hiérarchie dans toutes les entreprises qui contiennent cette PCS. Donc si jamais au début on s'intéresse à l'axe des ordonnées, donc c'est le rang moyen normalisé sur une échelle de 0 à 100 pour pouvoir comparer des entreprises de taille différentes. Donc on s'aperçoit qu'en bas de la hiérarchie, on trouve bien des PCS qui correspondent à des emplois de début de carrière. Donc par exemple, on va avoir apprenti boulanger, standardiste, guichetier. Tandis qu'en haut de la hiérarchie, on trouve les PCS correspondant au top management, donc directeur technique de grande entreprise et autres. Et maintenant, on peut aussi regarder un autre axe, une autre dimension qui est l'axe horizontal. Donc cette fois, on s'intéresse au niveau de variabilité qu'il y a dans le classement d'une PCS donnée entre les entreprises. Donc si jamais on est à gauche de cet axe, ça veut dire qu'en gros, toutes les entreprises qui emploient la PCS pilote ou hôtesse de l'air sont d'accord pour les placer au même niveau hiérarchique. Donc par exemple, toutes les compagnies aériennes placent plus ou moins pilote en haut de la hiérarchie. Et ça reflète du coup le fait que les compagnies aériennes sont organisées hiérarchiquement un peu de la même façon. Dans toutes les compagnies aériennes, vous avez un pilote, un steward et d'autres PCS communes. Tandis qu'à l'inverse, pour des PCS qui sont placés à droite de notre axe, ça veut dire qu'il n'y a pas de consensus dans leur classement relatif entre les entreprises. Et ça reflète en fait des différences de structure hiérarchique pour des entreprises qui emploient ces professions. Par exemple, ambulancier, quand on regarde dans les données, on le trouve à la fois dans des grandes cliniques privées où vous avez au-dessus infirmière, au-dessus médecin et chef de clinique, mais on le retrouve aussi dans des entreprises spécialisées dans le service d'ambulance. Et là, pour le coup, ambulancier, c'est plutôt dans le milieu, voire même la seconde moitié de la hiérarchie. Donc c'est ça qui explique ces variations. Une autre façon de vérifier que les hiérarchies qu'on construit avec les flux de mobilité font sens, c'est de le comparer avec une métrique bien acceptée qui est le salaire. Donc on s'attend à ce qu'entre deux niveaux hiérarchiques, on ait bien des différences de salaire significatives. Donc là, on montre par exemple dans la colonne 3 que quand on regarde le salaire moyen dans deux niveaux hiérarchiques adjacents, le salaire moyen du niveau hiérarchique au-dessus est en moyenne 8% plus élevé que du niveau hiérarchique juste en dessous. Et ces différences ne sont pas linéaires dans la hiérarchie, puisque quand on regarde le dernier niveau hiérarchique, on a un surplus d'augmentation de salaire de 10 points de pourcentage. Et ça, c'est cohérent avec des résultats qui s'intéressent aux inégalités intra-firmes de salaire, qui voient que c'est plutôt dans le top management que les différences sont les plus importantes. Et une autre façon peut-être encore plus convaincante, c'est de regarder au moment où les gens bougent finalement, puisque nous, ce qui nous intéresse, c'est d'identifier des promotions, qu'est-ce qui se passe sur leur salaire. Donc, si vous comparez avec les personnes qui, 2 années consécutives, restent dans la même entreprise et restent dans la même PCS, leur salaire horaire nominal augmente en moyenne de 5%. Et on voit que quand ils ont une promotion, ce gain salarial est en moyenne 30% plus élevé. Et ça, ce n'est pas dû à un effet mécanique que juste, ils changent de PCS, donc il y a une sorte d'artefact dans les données qui fait que ça a un impact sur leur salaire, parce que quand on regarde les personnes qui, sont rétrogradées, on voit que le salaire augmente moins vite. Donc maintenant que j'ai essayé de vous convaincre que les chaînes hiérarchiques qu'on construit font sens, maintenant on peut regarder qu'est-ce que ça nous permet de dire sur les inégalités entre les femmes et les hommes. Donc ce qu'on fait d'abord,
c'est qu'on régresse du coup une indicatrice de connaître une promotion sur une indicatrice de genre, donc être une femme, sans mettre de contrôle. Enfin, juste les contrôles qu'on a en termes individuels, c'est-à-dire l'âge, principalement l'âge, et des effets fixes année. Donc là, on s'aperçoit que quand vous regardez comme ça, quand vous faites cette régression, la probabilité, donc c'est une probabilité annuelle de connaître une promotion, est en moyenne 12% plus faible chez les femmes. Et donc, quand on se demande comment est-ce qu'on peut expliquer ça, une façon d'apporter un peu de lumière là-dessus, c'est de contrôler par le fait que femmes et hommes ne travaillent pas dans le même secteur. Donc, si jamais vous contrôlez par cet effet, vous voyez que les différences tombent en gros 3/4 de l'effet peut s'expliquer par cela. Et donc là, c'est une petite illustration. En fait, c'est que en fait, les femmes ont tendance à travailler, à être surreprésentées dans les secteurs où il y a moins de mobilité interne, moins de promotion. Donc ça va être par exemple le commerce de détail, l'action sociale, le service au bâtiment, où en fait, dans ces secteurs-là, les gens bougent très peu. Et du coup, ça fait que les femmes ont moins tendance, du coup, à pouvoir expérimenter une promotion du fait de cet effet de composition. Maintenant, la troisième colonne, l'exercice qu'on fait, c'est on se dit, bon, ok, on contrôle par cette fois la firme, et on compare la deuxième et la troisième colonne, et on voit que même à l'intérieur d'un secteur donné, les femmes ont tendance à être sélectionnées dans des entreprises où les taux de mobilité sont également plus faibles. Et une fois que vous contrôlez par le niveau hiérarchique initial, pour contrôler du fait que, comme les hommes sont souvent plus élevés dans la hiérarchie, par construction, ils ont une moins grande probabilité d'être promus, on trouve un écart résiduel de 5% entre les femmes et les hommes. Voilà. Donc, je n'ai pas le temps de conclure, mais de toute façon, c'est pour répéter ce qui a déjà été dit. Merci de votre attention. Est-ce que ça marche? Ça a l'air un peu. Ok, bonjour à tous et à toutes. Du coup, je vais vous présenter un travail un peu différent, puisque là, pour l'instant, sur les 2 premiers travaux, on s'est plus intéressé finalement aux salaires offerts par les employeurs, à l'organisation des entreprises elles-mêmes, donc plus du côté, par certains aspects, de la demande de travail. Là, c'est vraiment un travail qui va plutôt être du côté de l'offre de travail, de savoir comment les gens choisissent de travailler ou de ne pas travailler, et éventuellement combien d'heures. Bon, en vrai, ça va vraiment être sur la marge extensive, donc seulement comment les gens choisissent de travailler ou de ne pas travailler. Le point de départ de ce travail-là, c'est vraiment un constat qu'on a qui dit qu'en gros, dans les pays développés aujourd'hui, la très grande majorité des écarts entre femmes et hommes en termes de revenus du travail sont la conséquence de ce qu'on appelle le child penalty, qui est essentiellement le décrochage du niveau d'activité, des heures travaillées, du salaire des femmes au moment où elles deviennent mères. Donc il y a déjà des estimations de cet effet en France qui sont de l'ordre de 30% en termes de perte de revenus salariales. Et voilà, comme je vous dis, l'interprétation de cet effet-là, c'est vraiment une interprétation en termes d'offre de travail, donc un retrait des femmes du marché du travail plutôt qu'un comportement qui serait par exemple la discrimination exercée par les employeurs. On sait que la politique familiale n'a pas en fait tellement d'influence sur ce comportement-là, ce qui a été considéré par la littérature comme très suggestif du fait que derrière ces décisions des femmes de se retirer beaucoup plus du marché du travail quand elles deviennent mères que ce que font les hommes quand ils deviennent pères, il y a des représentations, des normes de genre qui sont particulières et qui sont défavorables à l'emploi des mères. Comment on le sait? En gros, pour essayer d'aller un peu plus loin que cet argument seulement négatif qui dit la politique familiale, ça ne sert à rien, on a un peu des comparaisons spatiales entre pays, entre États américains, entre régions italiennes, qui montrent que dans des endroits où on pense que les gens sont un peu plus conservateurs, le child penalty est un peu plus fort. On a quelques éléments qui viennent vraiment de données individuelles sur les opinions des gens. Et plus récemment, on a le développement d'une littérature qui prend vraiment comme espèce d'étude de cas les immigrés et les descendants d'immigrés dans un truc qu'on appelle approche épidémiologique de la culture, avec l'idée un peu générale que si vous regardez des immigrés, mais a fortiori si vous regardez des descendants d'immigrés, vous êtes en train de regarder des gens qui ont grandi au même endroit, qui sont dans les mêmes institutions, mais qui, du fait de leur trajectoire migratoire et de la trajectoire migratoire de leurs parents avant eux,
vont avoir des attitudes qui peuvent être assez différentes relativement à la vie familiale et aux inégalités de genre. Il faut se souvenir que dans tous les cas, le child penalty, même dans les groupes les plus égalitaires, quand on fait ces approches-là, en fait, il reste encore très important. Donc ça ne veut pas vraiment dire qu'on peut tout expliquer comme ça. Et le manque un peu de la littérature de notre point de vue, en tout cas c'est le point de départ du papier, c'est une fois qu'on a dit les gens ont des choses dans la tête qui font qu'ils décident de s'organiser comme ça et que les femmes se retirent du marché du travail quand elles deviennent mères alors que les hommes continuent à travailler. En fait, on ne sait pas ce que sont vraiment ces croyances, ce que sont vraiment ces représentations. Et l'objet du papier, c'est vraiment d'essayer d'être un tout petit peu plus précis que ça et pas juste dire, bon, les gens ont des drôles de choses dans la tête et d'essayer de dire, bon, en fait, qu'est-ce que c'est vraiment ces choses que les gens ont dans la tête? Donc, en pratique, on va essayer d'avoir des données qui portent vraiment sur les représentations et les attitudes des individus et les associer à leur comportement au moment des décisions de fécondité et des décisions d'offre de travail. Donc, pour vous donner une idée un peu générale de ce qu'on fait dans le papier, donc on travaille sur le cas des immigrés et descendants d'immigrés en France, et on va travailler sur un truc où on essaye de rassembler un certain nombre de choses sous le nom d'attitudes traditionnelles vis-à-vis des inégalités de genre, qu'on considère comme étant des attitudes négatives vis-à-vis de l'emploi et de l'autonomie des femmes. Donc ça, c'est des variables dont on sait qu'elles sont très corrélées aux inégalités de genre quand on fait des comparaisons internationales, et dont on sait aussi que le fait qu'elles aient reculé au cours de la deuxième moitié du XXe siècle explique en bonne partie la convergence des taux d'emploi masculins et féminins. Et ce qu'on va faire, c'est vraiment essayer de vous donner des comparaisons individuelles en comparant des gens qui ont vraiment des opinions différentes sur la question, ce qui est rare dans la littérature, et qui demande donc des données particulières qui vont nous permettre d'avoir à la fois des opinions individuelles sur les inégalités de genre, et en particulier sur le fait que les gens aient des vues plus ou moins positives sur l'emploi et l'autonomie des femmes, avec des calendriers rétrospectifs d'activité et de fécondité. Donc pour faire ça, on va utiliser principalement l'enquête Trajectoire et Origine 2, qui a l'avantage de pouvoir faire tout ça, et on se concentre spécifiquement sur le cas des immigrés et descendants d'immigrés, donc ce qui est à la fois, comme je le dis, assez habituel dans cette littérature-là, et par ailleurs qui venait aussi de difficultés avec le fait qu'il y a une très forte surreprésentation des immigrés et descendants d'immigrés dans l'enquête, et donc c'est compliqué d'avoir des résultats précis si on inclut aussi les personnes qui ne sont ni immigrés ni descendants d'immigrés. Et maintenant, je vous donne tout de suite les résultats, et après, comme ça, je n'aurai plus qu'à expliquer comment on arrive jusque-là. Donc, ce qu'on montre, c'est que les écarts d'activité et de participation au marché du travail entre femmes et hommes sont bien plus élevés pour les immigrés et descendants d'immigrés qui ont des vues plus négatives de l'emploi féminin, mais qu'en fait, le child penalty, donc vraiment spécifiquement le décrochage du taux d'activité des femmes au moment où elles deviennent mères, n'ont aucun rapport avec ces attitudes négatives vis-à-vis de l'emploi féminin. Donc au niveau individuel, il n'y a pas de corrélation entre le child penalty et les attitudes vis-à-vis de l'emploi féminin. Les immigrés, descendants d'immigrés qui ont grandi dans leur enfance dans des familles plus conservatrices pour un certain nombre de choses qu'on peut mesurer dans Trajectoire et Origine 2, à l'âge adulte, ont des attitudes plus négatives vis-à-vis de l'emploi féminin, mais se comportent de la même façon. Et enfin, si on se concentre spécifiquement sur les descendants d'immigrés, en comparant des descendants d'immigrés dont les parents viennent de pays dont les immigrés ont en général des attitudes plus négatives sur l'emploi féminin, avec d'autres descendants d'immigrés dont les parents viennent de pays dont les immigrés ont en général des vues plus positives sur l'emploi féminin, là encore, on tombe sur des gens qui se comportent finalement de façon assez similaire. Au total, donc, ces attitudes négatives vis-à-vis de l'emploi et de l'autonomie des femmes, elles jouent bien un rôle dans les décisions d'offre de travail, mais ce n'est pas forcément une très bonne explication du child penalty, donc de ce décrochage des carrières au moment de l'arrivée des enfants. Ce qui implique en particulier qu'à mesure que les attitudes négatives vis-à-vis de l'emploi féminin vont reculer et ont reculé au cours des dernières décennies, c'est vraiment le child penalty, et donc ce décrochage des carrières au moment de l'entrée dans les âges féconds et au moment où on entre dans la parentalité, qui va expliquer une part de plus en plus importante des différences entre femmes et hommes. Et c'est pour ça qu'on arrive à la situation actuelle où dans les pays développés, la quasi-totalité des écarts de revenus du travail entre femmes et hommes s'explique en fait par les effets de la parentalité. Donc pour vous montrer ça de façon plus visuelle, ici vous avez sur notre population d'immigrés, descendants d'immigrés, une comparaison au niveau individuel entre d'une part les hommes et les femmes, donc les femmes sont en noir et les hommes en gris, et d'autre part, on compare ceux qui ont des attitudes plus traditionnelles avec ceux qui ont des attitudes moins traditionnelles, donc plus traditionnels sont plus hostiles à l'emploi féminin, moins traditionnels, ils sont moins hostiles à l'emploi féminin. Et on peut voir qu'en gros, pour les hommes, ils ont un peu le même taux d'activité tout au long de leur vie,
qu'on peut suivre dans les calendriers rétrospectifs d'activité, alors que pour les femmes qui ont des attitudes plus négatives sur l'emploi féminin participent beaucoup moins au marché du travail tout au long de leur vie. En revanche, si on regarde vraiment le child penalty, donc je dis ce décrochage du taux d'emploi au moment de l'arrivée du premier enfant, donc ça c'est ce qu'on peut faire pour les deux groupes et séparément pour les hommes et pour les femmes. Il y a toute une cuisine économétrique pour faire ça, mais on en parle après. Le point principal, c'est que bon, pour les hommes, il ne se passe jamais rien, quelle que soit leur attitude vis-à-vis de l'emploi féminin. Pour les femmes, on voit vraiment ce décrochage très net de l'ordre de 25% de leur taux d'activité, relativement à ce qu'elles auraient si elles étaient restées sans enfants. Mais ce décrochage, il est vraiment de la même ampleur qu'elles aient ou n'aient pas des attitudes négatives vis-à-vis de l'emploi et de l'autonomie des femmes. Donc, c'est le résultat principal du papier. Vous savez presque tout. Et maintenant, j'ai plus qu'à essayer de vous expliquer comment on est arrivé jusque-là. Alors, comment on fait en pratique? Les grosses questions empiriquement qu'on doit se poser, c'est de savoir comment on mesure les attitudes. Donc, la façon dont on le fait, mais on propose plusieurs façons de le faire dans le papier. Mais la principale, c'est qu'on va faire une espèce d'indice composite à partir de plusieurs questions relatives aux attitudes et aux opinions qui sont posées dans Trajectoire et Origine 2, qu'on va agréger en faisant une analyse en composantes principales, et on va agréger 6 questions ensemble pour avoir d'un côté des gens dont on pense qu'ils ont des attitudes très négatives vis-à-vis de l'emploi des femmes, et de l'autre des gens dont ils pensent qu'ils ont des attitudes moins négatives. Ça, c'est la première chose qu'on doit résoudre. La deuxième chose qu'on doit résoudre, c'est de savoir comment on mesure le child penalty, donc ce décrochage du taux d'activité au moment de l'arrivée du premier enfant. Donc on utilise une approche en event study, qui est maintenant classique dans la littérature sur le child penalty, et qui consiste essentiellement à ce qu'on compare des gens qui ont tous des enfants, ils sont tous de la même génération, ils sont tous que des hommes ou bien que des femmes, et entre eux, on va comparer ceux qui ont leur premier enfant plus tôt à ceux qui ont leur premier enfant plus tard. En gros, c'est ça qu'on fait. Et enfin, il faut se poser la question de, ah oui, maintenant on sait mesurer les attitudes, on sait mesurer le child penalty, ok, on peut faire la corrélation entre les deux au niveau individuel, qui est ce que je viens de vous montrer, mais est-ce que c'est vraiment possible d'avoir une interprétation causale, puisqu'on mesure les attitudes au moment de l'enquête, en 2019-2020, et on utilise ces attitudes mesurées au moment de l'enquête pour expliquer ce que les gens ont fait les 40 dernières années. Donc il y a quand même la possibilité qu'il y ait de la rationalisation ex post qui nous embête un peu. Donc pour faire ça, on va d'abord utiliser des techniques qui nous permettent en gros de dire que sur des caractéristiques observables qu'on considère comme étant pertinentes, on va bien comparer des gens qui sont très comparables dans les deux groupes. Et ensuite, on va dire, on va aussi regarder, plutôt que de comparer les gens en fonction de ce qu'ils pensent au moment de l'enquête, on va comparer des gens en fonction de choses qui leur sont arrivées bien avant, mais qui sont très corrélées à ce qu'ils pensent au moment de l'enquête. Donc on va comparer, comme je vous l'ai dit, des gens qui ont grandi dans des familles avec des organisations familiales de leurs parents qui sont assez différentes. Donc, globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer des gens qui ont grandi dans des familles où ils ont plus de frères et sœurs, ils ont reçu une éducation plus religieuse et avec un partage beaucoup plus inégal des tâches entre leurs parents, avec des gens qui ont grandi dans des familles où ils ont moins de frères et sœurs, une éducation moins religieuse et un partage des tâches moins inégal entre leurs parents. Les premiers sont souvent plus traditionnels, ont des attitudes plus négatives vis-à-vis de l'emploi féminin quand on les interroge à l'âge adulte. Et les seconds sont moins traditionnels, ont des attitudes moins négatives. Et après, donc, il y a aussi l'approche avec les pays de naissance spécifiques, avec les pays de naissance des parents, en comparant les descendants d'immigrés, en disant je compare des descendants d'immigrés dont les parents étaient vraisemblablement plus traditionnels compte tenu d'où ils viennent, avec des descendants d'immigrés dont les parents étaient vraisemblablement moins traditionnels compte tenu d'où ils viennent. Et ça donne une interprétation causale qui est un petit peu plus facile à ces comparaisons-là, mais finalement ça ne change pas grand-chose au résultat. Donc Trajectoire et Origine 2, comme tout le monde sait, c'est une enquête qui a été menée par l'INED et l'INSEE entre 2019 et 2020. Ce qui est intéressant pour ce travail-là, c'est qu'on a à la fois toutes ces questions sur les attitudes, la religion et l'environnement familial avant l'âge de 18 ans, et des calendriers rétrospectifs à la fois d'activité et de fécondité. Et bon, comme je vous l'ai dit, ça surreprésente très nettement les immigrés et descendants d'immigrés, ce qui est bien de notre point de vue, parce qu'en fait, ça nous permet de nous connecter assez facilement à cette littérature sur les effets de la culture sur les décisions économiques, qui fait très souvent usage de comparaisons entre descendants d'immigrés. Donc nous, on n'est pas mécontents du fait de se concentrer sur cette population-là, même si évidemment, ça veut dire que ce n'est pas immédiat de l'extrapoler à l'ensemble de la population française. Pour faire tout ça, on part d'un échantillon où il y en a 27 000 répondants. Si on se restreint aux immigrés, descendants d'immigrés,
qui sont pas trop jeunes au moment de l'enquête, qui ont quand même déjà eu des enfants et dont les enfants sont nés à des dates auxquelles on croit à peu près. On n'est plus qu'à 12 000 individus. Et ensuite, il y a quand même de la non-réponse dans les questions sur les attitudes et les opinions qui nous emmènent à comparer en gros 7 000 individus entre eux. Ça pose la question, il y a un peu du coup de la sélection qui est liée à la non-réponse dans l'échantillon. On peut montrer que le child penalty, pour les gens qui ne répondent pas à ces questions, est en fait essentiellement le même que le child penalty pour les gens qui répondent à la question. Donc c'est pas si grave que ça. Et en plus, ils sont très comparables quand on regarde sur des caractéristiques observables autres. Et à la fin, ça nous donne une population sur laquelle on peut dire des choses de l'ordre de 3 millions d'immigrés et descendants d'immigrés qui vivaient en France en 2019-2020. Les questions qu'on utilise, donc la plus importante, celle-là, on va l'utiliser à la fois en l'agrégeant avec les 6 autres et aussi parfois toute seule, c'est de savoir si les gens pensent que quand il n'y a pas beaucoup d'emplois, les hommes ont plus droit à un travail que les femmes. Et après, on a des questions qui vont être sur l'avortement, les vues sur les couples de même sexe, savoir si dans leur cercle amical, il y a plus de femmes, enfin, il y a plus de gens du même sexe qu'eux ou pas, l'importance de la religion dans la vie et éventuellement leurs opinions politiques. On peut faire plein de variations et plein de tests de robustesse sur toutes les façons différentes d'agréger tous ces items-là. Ça change très très peu les résultats, donc je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Ça, c'est des stats desk, mais on s'en fout un peu. On revient à mon histoire qui est que pour les hommes, c'est à peu près la même chose qui leur arrive tout au long de leur vie. Donc là, c'est de l'âge en abscisse, en ordonnée le taux d'activité. Et pour les femmes, on voit vraiment qu'il y a un creusement assez important des différences de taux d'activité selon qu'elles aient des attitudes plus ou moins positives vis-à-vis de l'emploi féminin. Ensuite, donc, je vous ai dit le child penalty, on utilise cette approche où on compare des gens qui ont leur premier enfant plus ou moins tôt. Ça pose plein de questions, mais c'est pas très très grave. Et à la fin, on arrive à faire ces jolies figures-là où on dit « Ah, le child penalty, c'est vraiment la... » Pour les hommes, il ne se passe jamais rien, mais ça, on sait qu'il ne se passe jamais rien pour les hommes sur ce truc-là. Et pour les femmes, il se passe bien quelque chose, mais le point important, c'est qu'il se passe exactement la même chose, qu'elles aient ou n'aient pas des attitudes négatives vis-à-vis de l'emploi féminin. Et ça va... Donc ça veut dire qu'à ce point-là, on sait que le child penalty, il explique une part très importante des inégalités de genre sur le marché du travail. On sait que les écarts d'activité entre femmes sont très corrélés aux attitudes qu'elles ont vis-à-vis de l'emploi des femmes, mais que le child penalty n'a aucun rapport avec ces attitudes. On a l'impression que c'est 3 faits qui sont irréconciliables, et en fait non, c'est pas si logique que ça. C'est les attitudes traditionnelles, elles font juste que les femmes travaillent moins tout au long de leur cycle de vie, qu'elles aient des enfants ou qu'elles n'aient pas d'enfants. Mais si elles n'avaient pas d'enfants, elles n'auraient pas plus travaillé. Enfin, elles auraient aussi beaucoup moins travaillé que les autres femmes si elles n'avaient pas eu d'enfants. Ça, on s'en fout. Mais bon, ça vous montre. En gros, l'idée, c'est pour avoir les profils contrefactuels et réalisés d'activité. Bon, pour les hommes, c'est ce qui est tout à droite. C'est toujours tout pareil. Pour les femmes, vous voyez bien qu'en gris, vous avez le contrefactuel, en noir, le réalisé. Vous voyez bien que celles qui ont des attitudes traditionnelles, elles sont toujours beaucoup plus bas que celles qui ont des attitudes pas traditionnelles. Et c'est vrai, dans le monde réalisé où elles ont des enfants, mais si on faisait un monde fictif où personne n'a d'enfants, elles seraient aussi toujours beaucoup plus bas. Et donc, si on regarde à la fin les écarts d'activité en moyenne sur tout le cycle de vie, quand on est dans le groupe, les écarts d'activité entre femmes et hommes sur tout le cycle de vie, c'est de l'ordre de 10 points de pourcentage dans le groupe avec des attitudes pas traditionnelles, et c'est pratiquement entièrement expliqué par le child penalty, il n'y a pratiquement rien de résiduel, alors que quand on est dans le groupe traditionnel, on a un écart pris sur tout le cycle de vie qui est de l'ordre de 20 points de pourcentage, donc pratiquement le double, mais en fait, là, il y a une très grosse part résiduelle qui n'a rien à voir avec le child penalty, donc rien à voir avec la parentalité. Et après, bon, c'est le même genre d'histoire que je vous ai raconté, comment on gère tout ça. La conclusion, c'est simplement, voilà, le child penalty, donc c'est un décrochage de l'ordre de 15% du taux d'activité des femmes immigrées, descendantes d'immigrés, liées à la parentalité en France. Ça n'a vraisemblablement rien à voir avec les attitudes vis-à-vis de l'emploi et de l'autonomie des femmes, puisque ce n'est pas plus grand pour les femmes qui ont des attitudes plus hostiles à l'emploi des femmes. Ce n'est pas plus grand pour celles qui ont grandi dans des familles plus traditionnelles dans leur enfance. Ce n'est pas plus grand si elles sont descendantes d'immigrés et que leurs parents ont grandi dans des pays où les attitudes sont plus traditionnelles.
Et ce, même s'il y a des écarts très conséquents entre tous ces groupes de femmes dans leur comportement sur l'ensemble du cycle de vie. Et en conclusion, voilà, c'est ce que je vous ai dit. En fait, on est dans l'idée vraiment qu'à mesure que les attitudes hostiles à l'emploi féminin vont reculer, bah, comme le child penalty n'a rien à voir, ça devient un truc qui devient considérable quand on veut comprendre ce qui se passe sur le marché du travail et comprendre les inégalités de genre. Voilà. Merci. On peut passer maintenant aux questions. Dans la salle ou à distance, il n'y a rien. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui voudraient interroger nos intervenants? N'hésitez pas à bouger très fort parce que je ne vous vois pas très bien à contre-jour. Et là, il y a quelqu'un, oui. Merci. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui, c'était une question pour Pierre Porra. C'était sur... en fait, ça s'est passé vite, mais j'ai eu l'impression que les questions qu'il y avait dans TO2, elles étaient beaucoup... Enfin, notamment celle que vous utilisez le plus, la première, elle est vraiment sur une espèce d'inégalité entre femmes et hommes, de statut presque. Alors que... il me semblait que dans les baromètres d'opinion de l'adresse, par exemple, il y avait des questions sur est-ce que les femmes doivent s'arrêter de travailler quand elles ont des enfants? C'est-à-dire, pour être une bonne mère, il faut s'arrêter de travailler. Et du coup, je me demande si... c'est dommage, quoi. Enfin, on a l'impression que le type d'attitude que vous mesurez, c'est plutôt une attitude générale vis-à-vis des inégalités hommes-femmes et pas tant vis-à-vis de l'activité, quoi. Voilà. Oui, alors la réponse, on est d'accord avec ça. Néanmoins, cette question qu'on utilise, voilà, c'est une question où il y a quand même une littérature qui est assez riche dessus, qui montre que, en fait, les pays dans lesquels les gens sont plutôt d'accord avec cette idée qu'il faut privilégier l'emploi masculin sur l'emploi féminin, c'est vraiment des pays dans lesquels il y a des écarts de participation au marché du travail entre femmes et hommes qui sont très importants. Donc il y a à la fois cette littérature en comparaison internationale, et il y a des travaux plus rétrospectifs historiques où on voit vraiment que le recul de cette opinion-là est très corrélé à la convergence des taux d'emploi masculins et féminins. Donc c'était quand même un bon candidat. Après, la deuxième partie de la réponse, c'est on a fait avec ce qu'on avait. On a utilisé essentiellement tout ce à quoi on avait accès dans l'enquête. Il n'y a pas de trésor caché, malheureusement. On a un projet en cours, parce qu'en fait, il y a d'autres données qui viennent et qui vont permettre d'aller plus loin. Et en particulier, avec Dominique, on a un projet en cours à partir de l'enquête famille employeur 2, où il y a beaucoup plus de questions sur les attitudes et les opinions, et qui vont nous permettre notamment de distinguer ce qui a trait vraiment à l'hostilité à l'emploi féminin et aux inégalités de genre, de par exemple ce que les gens pensent être bon pour leurs enfants, qui est une question qui est un peu différente au total, mais voilà, on cherche vraiment à faire cette distinction-là. L'enquête TO2 ne permet pas du tout de la faire. On a un travail en cours qui doit nous permettre de le faire et qui est encore à un stade très préliminaire, donc je ne peux pas dire beaucoup plus que ça. Oui, moi j'avais une question. Vous n'avez pas abordé, là c'est pour tous les intervenants pour le coup, vous n'avez pas abordé explicitement la question du temps partiel qui est très genré également, puisque en fait quand on regarde, et ça j'avais eu la surprise de m'en rendre compte en ayant à faire un 4 pages sur le sujet des inégalités hommes-femmes au travail, en fait l'emploi à temps plein c'est la norme mais uniquement pour les hommes. Du coup, il y a une proportion de femmes qui sont à temps partiel qui est très importante tout au long de la vie. Et quand on regarde d'encore plus près, en fait, quand est-ce qu'elles prennent leur temps partiel? C'est un peu au premier enfant, un peu plus au deuxième et encore plus au troisième. Donc, c'est le child penalty à chaque fois. C'est pas du retrait pur et simple de l'emploi, mais on va se mettre à 80%, comme on a des collègues à l'INSEE, par exemple. Ça, on sait que ça joue sur les carrières derrière. Et du coup, quelle vision vous avez pu en avoir? Je peux dire des choses dessus, ça va. Sur le temps partiel, alors dans ce travail-là, une fois de plus, on l'a fait avec les données qu'on avait.
Dans Trajectoire et Origine 2, il y a un calendrier rétrospectif d'activité qui nous est très précieux, mais dans lequel on sait en gros quand est-ce que les gens travaillent, quand est-ce qu'ils ne travaillent pas, année après année, et c'est tout ce qu'on peut en faire. Donc on ne pourra jamais faire mieux. Par contre, par exemple, dans les travaux qu'on envisage avec Dominique, avec Famille et Employeur 2, là, on a la vision de est-ce que les gens passent à temps partiel dans ces calendriers rétrospectifs d'activité. Donc, c'est quand même possible d'avoir des enquêtes rétrospectives dans lesquelles il y a de la mesure de ça. Et après, sur des résultats déjà existants, donc dans un travail qui maintenant commence à remonter à quelques années avec Dominique, qui était un article d'EcoStat, on quantifiait l'effet du child penalty sur les heures rémunérées à partir des déclarations annuelles de données sociales. Et donc on montrait qu'il y avait effectivement un effet fort qui doit être de l'ordre d'une diminution de 20% des heures rémunérées à l'arrivée du premier enfant. Et j'avais aussi fait un travail qui a été récemment publié spécifiquement sur les infirmières, parce qu'il y a une époque de ma vie où les infirmières m'intéressaient beaucoup. Et donc là, on montre que les infirmières, elles ne se retirent pas du tout du marché du travail quand elles ont des enfants. Par contre, il y a vraiment des passages à temps partiel qui sont très importants et où on peut vraiment quantifier le fait que, globalement, il n'y aurait pas de temps partiel à l'hôpital s'il n'y avait pas le child penalty. Donc il y a vraiment, effectivement, le temps partiel est un sujet extrêmement féminin, un sujet extrêmement lié à la parentalité, et où par ailleurs, on peut, et là c'était quelque chose que j'essayais de faire dans le travail sur les infirmières, mais qui pourrait encore être prolongé, qui pose des questions aussi d'organisation interne du travail quand on est dans des organismes ou des entreprises dans lesquelles on a beaucoup de salariés qui travaillent à temps partiel. Et le papier sur les infirmières montrait que les hôpitaux avaient du mal à s'ajuster à cette contrainte-là. Merci pour la question. Bon, pour ma part, j'étais conscient aussi de l'enjeu du temps partiel. D'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, je pense que chaque année dans le CRT, on a la série longue du taux de temps partiel pour les femmes et pour les hommes. Donc, je suis bien conscient de ça. En revanche, donc, moi, dans un premier temps, je voulais m'intéresser au revenu salarial. Donc, qui dit revenu salarial dit pas d'ajustement pour le temps de travail. Donc, ça aurait été possible pour moi d'inclure le temps partiel dans l'analyse. Cependant, étant donné que je m'intéresse aux effets de sélection, pour moi, c'est un autre sujet à part entière de s'intéresser à qui se sélectionne en temps complet, qui décide de faire du temps complet, qui décide de faire du temps partiel, qui peut faire du temps complet, qui peut faire du temps partiel. Donc, pour moi, c'est plutôt carrément une extension du sujet, mais j'étais bien conscient de l'importance du temps partiel. Et du coup, oui, ça fonctionne toujours. Et du coup, donc, sur notre étude, donc, effectivement, on a encore plein de résultats qu'on veut sortir pour continuer l'exploitation de ces chaînes hiérarchiques. Et aussi, la question du temps partiel est quelque chose qu'on a aussi très en tête. On se doute bien que certaines promotions sont inaccessibles à partir d'une certaine réduction du temps de travail. Et que c'est effectivement quelque chose qui va participer aux écarts entre femmes et hommes. Je sais pas si Alors, il y a une question Zoom que je n'ai plus en face des yeux, mais qui parlait justement des difficultés méthodologiques pour mesurer ces écarts et qui se demandait est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que les entreprises peuvent faire elles-mêmes ou ça reste des mesures qui sont réservées aux chercheurs parce que les outils sont trop complexes à mettre en place pour des entreprises? Même si c'est très complexe, c'est aujourd'hui obligatoire pour la plupart des entreprises, au moins pour celles de plus de 50 salariés. Donc ils ont l'obligation de rapporter sur le site du ministère du Travail des indicateurs, notamment sur la part des femmes dans les postes dirigeants, sur les indicateurs de promotion, sur les conditions de travail au retour des congés parentalité. Donc au moins pour les plus grandes entreprises, c'est facile. Et en théorie, pour un service de ressources humaines qui se donne la peine de le faire, ils ont quand même beaucoup plus d'informations internes sur la structure de l'entreprise pour mieux identifier à quoi correspond une promotion, quelles sont les promotions demandées et non accordées d'un côté ou de l'autre. Okay. Mais j'ajouterais aussi que l'un n'empêche pas complètement l'autre, dans le sens où il y a aussi des entreprises qui collaborent avec des chercheurs, avec une espèce d'échange de bons services, où les chercheurs vont faire l'analyse quantitative qui permet en gros de sortir les obligations légales des entreprises sur ce qu'elles doivent publier quant à leur politique d'égalité professionnelle, en échange d'un accès des chercheurs à des données qui sont en fait beaucoup plus fines que les DADS et la DSN, c'est déjà pas mal. Mais quand on a vraiment des données internes d'un SIRH, on peut encore aller beaucoup plus loin dans la compréhension des carrières et des trajectoires professionnelles des femmes et des hommes.
par les organisateurs. Est-ce qu'il y a encore le temps de questions ou est-ce qu'au niveau de timing, est-ce qu'il faut s'arrêter? Merci beaucoup aux intervenants.